Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers invités, bonsoir. Toutes nos excuses pour le retard que nous avons enregistré. Je dois avouer que Madame Jamine Diabou est là depuis 17h30. Malheureusement, comme plusieurs avaient indiqué qui serait là, on a tenu à ce qu'on donne le temps à chacun pour prendre le chemin pour nous rejoindre. On sait qu'il y avait des problèmes de trafic, on sait qu'il y avait de la pluie. Donc on a préféré vous donner le temps d'arriver avant de démarrer. Donc c'est ce qui justifie ce petit retard. Donc je ne saurais commencer sans vous dire le traditionnel Akwaba. Akwaba, la première édition des BJKDs. Un petit coucou, pour ne pas dire un salut fraternel à nos amis Facebookers aussi, qui ne sont pas dans la salle, mais qui peuvent suivre cette édition avec le direct. Aujourd'hui, c'est donc la première édition des BJKDs. Mais je sais qu'il y a encore quelques-uns parmi vous qui doivent se demander c'est quoi les BJKDs qui sont organisés aujourd'hui par l'agence Sentinelle. Et je salue Madame Tinomel, si elle peut nous faire contact pour qu'on sache qui elle est. Donc c'est elle qui organise la première édition cette année. Donc qu'est-ce que les BJKDs et pourquoi les BJKDs? Certains, quand ils entendent ça, quand ils voient Days, ils se disent ce sont les journées. On est tous un peu dans l'anglicisme, ce sont les journées de BJK. Maintenant, entendez par BJKDs, le B pour Bénédicte, le J pour Janine, le K pour Kakou et le D pour Diago. Donc les BJKDs, ce sont donc les rendez-vous de Bénédicte, Janine, Kakou, Diago. C'est un concept dans lequel on a une plateforme d'échange et de partage d'expériences qui est initiée donc par Bénédicte, Janine, Kakou, Diago dans un cadre qu'elle veut détendu. Et vous la verrez tout à l'heure, vous comprendrez pourquoi je dis ça. C'est aussi un partage d'idées avec les amis de Janine. Certes, les amis de Janine, ce sont ceux et celles qu'elle côtoie au quotidien de façon physique, mais ce sont aussi ses amis sur les réseaux sociaux, sur ses pages Facebook, sur Twitter. Et Dieu seul sait combien ils sont nombreux, ces amis. Je dois avouer que moi, je suis très impressionnée par ces scores. Quand j'ai appris qu'en faisant le point, on m'a dit que Janine avait près de 60 000 abonnés sur sa page Facebook et 4 000 sur Twitter, qui chaque jour lui témoignent de la sympathie et de l'intérêt. En tout cas, moi, ça m'a impressionné parce que moi, je crois que je ne dois même pas avoir 300 amis. Donc, c'est vraiment une performance à saluer. Et donc, je vous remercie encore de cet intérêt-là que vous lui manifestez. Et cela l'a motivé donc à approfondir cette relation et à établir un pont. Un pont pourquoi? Un pont en quoi et quoi? Quand on parle de Facebook, quand on parle de Twitter, on est dans le virtuel. Aujourd'hui, vous êtes dans cette salle, on n'est plus dans le virtuel, on est dans la réalité. Donc c'est un pont entre le virtuel et la réalité, la vie réelle. C'est un pont qui nous permettra de continuer à apprendre les uns des autres, mais surtout d'apprendre de Janine. Aujourd'hui, elle va vous conter son histoire, elle va vous partager sa vision. Mais nous aurons aussi d'autres rendez-vous, d'autres éditions de BJKDs où il y aura des thématiques qui seront développées. On aura par exemple des sujets comme comment entreprendre, comment réussir sa carrière professionnelle. On aura des thématiques comme le leadership, l'éducation, l'économie, la finance, le management, l'art, la promotion de la femme, parce qu'on ne s'oublie pas, même si vous êtes plus nombreux que nous les hommes, mais on ne s'oublie pas, etc., etc.
Et les BJK seront de vrais rendez-vous des leaders, car des leaders africains confirmés, eux aussi amis de Janine, viendront sur ces plateformes-là pour partager avec vous, qui êtes vous aussi des futurs leaders. Donc pour en revenir à cette première édition, je dirais tout simplement que Janine Kakou-Diaby ouvre le bal. Je sais que vous êtes très impatient de l'entendre, mais permettez-moi de la présenter brièvement. Je sais que vous la suivez sur vos pages Facebook, mais je suis sûre qu'il y a quelques informations que vous n'avez pas et que je me ferai le plaisir donc de vous partager ce soir. Donc pour résumer, je dirais que Janine est de nationalité ivoirienne. Elle est née à Abidjan en 1973. Elle est actuellement directeur général du groupe ESIA. Et à ce titre, donc, elle est patronne de 26 sociétés dans 12 pays d'Afrique. Et ces 12 pays, on les retrouve en Afrique francophone, mais aussi en Afrique anglophone. Et on a même une représentation, ou du moins une filiale, en Afrique lusophone. Et toutes ces sociétés opèrent dans 5 métiers différents. On a donc la banque, les assurances, la finance, les technologies et l'immobilier. Elle est également administrateur dans plusieurs sociétés et banques en Afrique. Elle est aussi membre du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire. Elle a été classée dans le top 10 2014 des 100 leaders économiques africains de demain. Une étude sérieusement conduite par l'Institut Choiseul, que vous connaissez certainement, l'un des plus importants think tanks français. Elle est aussi officier dans l'Ordre national du mérite ivoirien. Bref, comme le disait si bien Corneille, aux âmes bien nées, la valeur n'attend plus le nombre d'années. Mais je suis sûre qu'avec toutes ces activités, on doit se poser des questions, on se demande, mais où est-ce qu'elle trouve le temps? En 2 avions, en 2 réunions, en 2 conseils d'administration, en 2 assemblées générales et j'en passe. Comment cette jeune dame arrive à s'occuper de ces 2 merveilleux grands garçons? Je crois qu'ils doivent être dans la salle. Nathan est là. Nathan, on peut se lever pour te voir. Merci. Et Jo, merci. Asseyez-vous. Donc, où est-ce qu'elle trouve l'énergie et le temps de s'occuper encore de ces magnifiques enfants qui sont maintenant grands, parce que je suis fâchée parce que je les appelle des enfants, vous les connaissez. Où est-ce qu'elle trouve le temps, en plus de s'adonner à ses passions, parce que vous devez le savoir, elle adore l'art, elle adore la lecture, elle adore la musique, et pour ceux qui ne le savent pas, elle a de nombreux chiens de race qu'elle élève, on va dire comme ça. Mais je n'en dirai pas plus, sinon pourquoi est-ce que vous auriez fait le déplacement si ce n'est que pour l'écouter. Donc je n'en dirai pas plus, elle vous le contera elle-même. Et là, pendant que les dernières personnes sont en train de s'installer, je vous prie d'accueillir Madame Janine Bénédicte Kakou-Diaby. Vous avez compris ce que je disais quand vous la voyez, dans la simplicité, dans la convivialité, Madame Bénédicte Janine Kakou-Diaby. Merci pour l'accueil. Veuillez vous asseoir et elle a la parole. Je suis impressionnée par la qualité de nombre de personnes qui sont venues. Je pense que tout a été dit pendant l'introduction. Je m'apprêtais à partir. Quand j'ai entendu l'introduction. Je vous remercie. Je voudrais, par ma voix, vous remercier pour votre présence. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de difficultés aujourd'hui à venir à cet événement. Mais vous êtes là,
présent pour me témoigner encore une fois votre sympathie. Effectivement, j'ai commencé cette aventure qui était une aventure virtuelle sur Facebook et Twitter il y a 18 mois. Et très vite, j'ai vu un engouement pour ma personne. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rendre cette aventure réelle? Pourquoi ne pas rencontrer ces personnes qui sont derrière l'écran et avoir la possibilité d'échanger avec eux et leur raconter mon histoire. Voilà un peu comment est né dans ma tête le concept que je voudrais régulier, si possible annuel ou semestriel, pour nous en tenir, avoir un cadre d'échange où vous pouvez me challenger. On s'améliore, hein, toujours. J'aime la perfection. J'estime que je ne suis pas un être parfait. Donc, on pourra se challenger et apprendre réciproquement des uns et des autres. Je ne suis pas très bon orateur. C'est la première fois que je fais cet exercice-là. Donc, excusez-moi s'il y a des bugs. Ça arrive à tout le monde. Merci à mes enfants qui ont fait le déplacement. Ils n'aiment pas trop être mis en avant. Mais ce sont mes inspirations. Voilà. Alors, je vais commencer par mon histoire. Elle est simple. Hein. Je suis née un mercredi au CHU de Cocody à 13h20 exactement. J'ai fait de recherche. 13h20 exactement. De monsieur Jean Kakoudianou et de, à l'époque, mademoiselle Abdendi Lucie Thérèse et ma mère, tous deux originaires de Blocos. Bon, les Hébreux n'aiment pas trop se mélanger. Donc, j'ai grandi à Blocos. Mes premiers pas se sont passés à Blocos. Pour ceux qui pensent que j'ai fait mes premiers pas à l'avenue Foch, non, mes premiers pas se sont passés à Blocos, au milieu des maniocs, de la tséké, des poissons fumés, avec ma grand-mère, mes grands-parents, mes tantes. Et comme chez nous, c'est le matriarcat, on est souvent chez les parents, on est souvent dans la famille de sa mère. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec ma grand-mère maternelle qui faisait de la tséké. Et a priori, rien ne prédestinait à être aujourd'hui. Bon, je pense que 80% des gens de ma génération qui sont nés sont vendeuses d'attiqués. Très bonnes vendeuses d'attiqués peut-être. Mais le destin a décidé autrement pour moi. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont fait des études, donc qui sont sortis de Blocos pour aller s'installer en ville. Donc c'est comme ça que j'ai été inscrite à l'école EPP pilote. Pour ceux qui pensent que j'ai fait Mermoz, j'ai pas fait Mermoz. J'ai commencé à EPP école pilote. J'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout. Je pense que j'aimais pas du tout l'école au début parce que Blocos c'était mieux. Passer son temps à jouer dans le sable c'était mieux qu'à l'école. Mais bon, chemin faisant, on apprend que l'amusement c'est bien, mais il faut aller à l'école. Et comme ça, j'obtiens évidemment le cours en 6e. Je fais l'école à Abidjan, CSP de Cocody, lycée Sainte-Marie d'Abidjan, et puis début des troubles en Côte d'Ivoire, troubles estudiantins, début de manifestation, commence mon exil. Enfin, mon petit exil.
Direction Dakar. C'est pas plus mal, hein, j'aurais pu être au Niger. J'ai rien contre le Niger, mais direction Dakar. Et là, c'est le choc culturel. Je quitte Abidjan, où j'avais, je pense à part le bus de l'école Sainte-Marie. J'avais jamais pris de bus, à part peut-être laver 1 ou 2 torchons. J'avais jamais lavé de vêtements. Peut-être laver un verre. Oui. Je me retrouve à Dakar, dans ce qu'on appelle communément ici une commune. Grand choc culturel. Juste pour la petite anecdote, le premier soir, quand je suis arrivée chez mes tuteurs, je prends ma douche, je laisse ma serviette. Le lendemain, je vois le cousin qui passe avec la même serviette. Là, j'ai compris qu'il y avait un problème. C'est plus à Abidjan. Il faut prendre soin de ses affaires. Dakar était pour moi la plus belle expérience. Ça m'a permis de comprendre que on est des êtres humains, on est différents. Chacun a sa culture et il faut savoir s'intégrer. C'est une question de survie. Pour moi, c'était très important de survivre. Et Dakar a changé la perspective, ma façon de voir. J'espère que vous m'entendez tout ça. Ah, vous ne m'entendez pas? Pourtant, j'essaie de... Je continue. Je suis désolée pour ceux qui sont en ligne sur Facebook, qui ne m'entendent peut-être pas. Désolée, c'est les aléas de la technique. Ça y est. Et j'étais à Dakar. C'était une question de survie. Donc, il faut s'intégrer. Je m'intègre si bien que j'ai ma meilleure amie qui est là. La première des choses que je décide de faire, c'est de devenir chef de classe. Je me dis, bon, tant qu'à faire, je suis mal parlée, je suis dans un pays où on ne parle que Wolof et tout. Pardon? Je dois être fatiguée. Je vais m'imposer leader. Donc, la première des choses que je fais, c'est quand on demande qui veut être chef de classe, je lève la main. Choc culturel pour les Sénégalais. Une miaque, une étrangère, ose venir être chef de classe dans une école au Sénégal. La dame qui est là, on n'était pas dans la même bassin. Ça a fait le tour de l'école. Je pense que j'étais la personne la plus détestée de l'école. Et je deviens chef de classe parce que personne n'ose se présenter. Tellement le choc est grand pour eux. Donc, je vous laisse. Je vis dans cet environnement de Dakar, car rapide, ce qu'on appelle le backup, adorable. Le matin, quand vous êtes au car rapide, au début, vous sentez Anaïs de Chanel, quand vous sortez, on laisse deviner. Mais malgré ça, on survit. On vit même. Après, on apprécie. Et on devient sénégalais. Le Sénégal, aujourd'hui, est ma deuxième patrie d'adoption. Et je dis, si demain je devais aller vivre quelque part, j'irai vivre au Sénégal. Parce que c'est le Sénégal qui a fait de moi aujourd'hui ce que je suis. J'ai rencontré le Sénégal là, parce que j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Cheikh Anta Diop,
des gens que je n'aurais jamais rencontrés si j'étais restée à Abidjan. Des gens extraordinaires, des gens comme Amadou Kane, l'ancien ministre des Finances du Sénégal, le gouverneur de la BCAO, M. Bani, le président Bani, que j'ai rencontré à Dakar, son Excellence le président Alassane Ouattara, que j'ai rencontré à Dakar pour la première fois. Dakar, pour moi, c'était l'ouverture sur le monde. Après Dakar, évidemment, comme je suis un peu, je me découvre un peu de stratégie dans la tête, j'avais pour ambition de devenir médecin. Précisément, je suis chirurgien pédiatre, parce que j'adore les enfants. Et donc, de mon orientation terminale, c'est, on dira que je fais un petit wakali, c'est-à-dire que je vais négocier un peu pour être orienté en terminale D. J'obtiens mon bac, mais je rentre à Abidjan, je dis à mon père que je veux faire de la médecine. Choc culturel, bien froide. Si tu veux faire de la médecine, tu ne vas pas à l'étranger. Ça a 3 mois de réflexion. Et puis tout comme ça, je me suis dit, entre faire la médecine en Côte d'Ivoire, dans les conditions des années 90, où l'université n'était pas très stable, et aller faire des études de management à Paris, bon, j'y vais. Donc, je me suis résolue à y aller. Je pense que les 2 ou 3 premiers mois, j'étais dans l'école. Je ne suis pas très souvent allée à l'école. Je suis un peu en rébellion. Puis à un moment, je me suis dit, ne pas aller à l'école, ce n'est pas très intelligent. Je suis revenue au travail et j'obtiens mon BBA à l'IFAM, l'Institut franco-américain de management. Et je reviens à Lyon, parce que ça n'a jamais été question pour moi en Europe. Ce n'est pas du racisme ou quoi que ce soit, mais l'hiver et tout, le froid, c'est pas mon truc. Donc je reviens à Abidjan, j'intègre Citibank Côte d'Ivoire, et je tombe sur un monsieur extraordinaire qui est mon patron, le vice-président de Citibank, Feu Gustave Poisan, qui me dit, vous avez du potentiel, il faut repartir, continuer vos études. Donc, je reste à peu près 9 mois à Citibank et je repars à Londres pour achever un master en Science of Finance, ingénierie financière. Donc, j'ai prédestiné en fait à venir travailler à la bourse des valeurs d'Abidjan qui commençait. Mais en devant l'ensemble des demandes d'emploi, je tombe sur Mobile Côte d'Ivoire. Donc Mobile Côte d'Ivoire m'accueille. Donc je deviens auditeur en charge de la consolidation du reporting en Mobile Côte d'Ivoire. Je reste à peu près 15 mois. Comme mon père me dit, de rejoindre l'aventure de NCA qui avait commencé en 95. On était en 99. Pas le temps de réflexion, c'est le patriarche qui a décidé, j'y vais. D'autant plus que mon salaire est divisé par 3. Soit dit en passant, c'est le premier sacrifice à faire. C'est une société qui débute, c'est une start-up en assurance. Il faut aller aider, c'est comme au champ. Hein. Voilà. Si votre père a un champ qui vous dit d'aller devenir, vous n'allez pas aller travailler dans le champ de ce prenant parce que vous gagnez plus. Donc vous revenez au champ pour essayer de l'agrandir et apporter votre expertise. Et l'aventure commence à NCA, mais vraiment de bas d'échelle. 5 auditeurs,
j'ai des amis qui sont dans la salle qui m'ont connu. Donc, c'est le producteur. Et tout doucement, je gravis les échelons. Le groupe se construit. On se construit ensemble. On se construit ensemble. Les premières opérations, la première opération quand je suis arrivée, c'était l'acquisition d'AGF Côte d'Ivoire pour consolider NCA Côte d'Ivoire. Ça, c'était la première opération auquel je participe. Et ensuite, je deviens directeur financier du groupe, mais pas sans mal. C'est-à-dire que ma nomination en tant que directeur financier a fait l'objet de 3 conseils d'administration. Un à Dakar, un à Cotonou et un à Abidjan. Pour décider si je pouvais être directeur financier de la société de Côte d'Ivoire. Et il y a un administrateur qui est décédé, qui, à la fin des 3 conseils d'administration, a excédé, a dit, mais donnez-lui sa chance. Et c'est comme ça que je deviens directeur financier de NCA. NCA Côte d'Ivoire. Et ensuite, ça c'était en 2004. En 2006, nous créons le groupe, parce que c'était des sociétés éparses à travers le pays qui n'avaient pas le même nom. Donc, on décide de créer un groupe pour chapeauter un peu toutes les participations que nous avons dans les sociétés d'assurance qui sont dans ma région. Et là, je deviens directeur financier du groupe en 2006. Et en 2006, nous commençons l'aventure de la banque assurance. Donc, nous sommes 3 dans l'équipe. Feu Richard Koulibaly, le conseiller du président, mon père et moi, on monté un dossier d'appel d'offres pour l'acquisition de la BIA au Côte d'Ivoire. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait. On dépose notre dossier de l'acquisition en 2006. Et il y avait, je crois qu'en 2006, il y avait encore des troubles. On était encore dans des périodes. Le jour de la négociation, comme quoi je pense que le bon Dieu aime ses enfants, premier coup de fusil, c'est notre dossier qui est ouvert. Et les blancs, on était les moins 10 ans. Il y avait d'autres dossiers, aujourd'hui on aurait été après. Je remercie ceux qui ont tiré le premier coup de fusil. Ici, c'est comme ça qu'on fait l'acquisition de la banque, notre première banque. Et l'aventure continue. L'aventure continue. En 2011, il y a eu les événements malheureux qui en Côte d'Ivoire, qui a eu en Côte d'Ivoire. Nous avons dû tous quitter la Côte d'Ivoire pour revenir. C'est en ce moment-là qu'en 2011, je suis nommé directeur général du pôle banque. Donc, je dirige la banque de Côte d'Ivoire et la banque de Guinée. Soit dit en passant, mon premier stage effectué quand j'étais à l'université, mon premier stage a été à la BIA au Côte d'Ivoire. Je crois qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Je crois que le hasard n'existe pas. Et donc, je deviens patronne du pôle bancaire. Donc, ce pôle bancaire-là commence à avoir un succès. Je pense que vous avez vu la BIA au Côte d'Ivoire changer de visage, changer de visuel, changer de couleur. Et c'est sans fausse modestie, nous avons travaillé à porter ces banques-là de 33 agences à aujourd'hui 73 agences, à être la proche des populations. Nous sommes le 2e réseau après la CNCE, le 2e réseau bancaire à être
avoir maillé la Côte d'Ivoire et nos ambitions, c'est d'obtenir à peu près, en l'horizon 2018, plus de 100 agences. Je pense que nous allons y arriver. Ça, c'est un entrefilet. En mars 2015, je deviens directeur général du groupe NCA pour toutes les sociétés d'assurance et toutes les banques. Voilà mon parcours. Aujourd'hui, je suis directeur général du groupe NCA. Donc, je gère 26 sociétés. Je n'ai pas voulu être habillée en tailleur parce que c'est mon habit d'école. J'ai voulu une fois porter mes baguettes pour venir m'entretenir avec vous et vous raconter mon histoire qui est peut-être singulière, qui est peut-être particulière, mais c'est mon histoire. Je veux qu'elle puisse inspirer les uns et les autres. Je ne pense pas venir d'une autre planète. Je crois, hein. Je ne pense pas être quelqu'un d'unique. Je ne pense pas être exceptionnel. Je pense être juste quelqu'un d'ordinaire à qui la vie sourit. Je vous remercie. Merci, Janine, pour cet échange très riche. Je pense que pour vous, ça donnait quand même à avoir tous ces détails très croustillants. Je pense que maintenant, vous en savez beaucoup plus sur la personne que vous voyez de loin sur Facebook. Je ne vais pas me permettre de résumer parce que sinon je vais dénaturer tout ce qu'elle a dit. On va juste passer directement aux questions-réponses. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, la parole est à vous. Vous pouvez les poser. Ceux qui sont en direct avec nous sur Facebook, vous pouvez poster donc, vos questions. Il y aura une ou deux personnes qui vont les relever et on va les lui rapporter aussi pour qu'elles puissent y répondre. En tout cas, tout le monde, la contribution de tout le monde est attendue. Qui se jette à l'eau? Je ne veux pas il avait les jeter à l'eau. Bon, Miss, fais comment? Tu fais au fur et à mesure, d'accord. Donc on va répondre au fur et à mesure. Une question, une réponse, une question, une réponse. Quand vous prenez la parole, présentez-vous, nom, prénom, qu'est-ce que vous faites, et puis vous faites votre commentaire. Merci. Bonjour Zadi, moi c'est M. Zadi Boudjaba, je suis assistant directeur général de GS2E. Je voudrais savoir, vous savez par exemple en Allemagne, l'entrepreneuriat familial est pratiquement de 98%, notamment au niveau des PME. Et ça va même pousser le niveau de ce pays, également l'Italie, où le taux est pratiquement le même. Ici, en Côte d'Ivoire, l'entrepreneuriat familial n'a pas fait l'objet de recherche académique. Ça se fait de manière naturelle. Est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité, il peut y avoir un moyen de développer le pays par l'entrepreneuriat familial, les PME, les PME? Alors, sur le sujet de l'entrepreneuriat familial, en fait, je ne sais pas pourquoi les Africains ont du mal avec ça, avec ce concept-là. Toute entreprise naît d'une idée, toute entreprise naît d'une personne. C'est déjà l'entrepreneuriat familial. Quand vous commencez en général, quand vous êtes structuré en général, les premières personnes qui vous aident, c'est les cousins, c'est les frères, c'est les tantes, c'est votre père, c'est votre mère qui vous aident à vous propulser. Ce qui nous manque ici, c'est la structuration. Quand je prends le cas du groupe NCA, nous n'avons pas, nous ne le registrons pas en disant que comme un groupe familial, parce que le groupe est détenu à 65% par la famille et à nous. Sauf que nous sommes structurés. C'est un bloc
établissements qui appartiennent à une famille. Et le reste des établissements appartiennent à soit des structures, soit des individus. Et c'est cette famille-là qui donne sa vision à la marche du groupe MCA. On n'est pas les seuls, il y a la famille Dion, le groupe CIPTA. Et dans les pays anglophones, je prends le cas de Diamond Bank, que je connais très bien. Pascal Dodzi, qu'on appelle PGD, qui est notre PCA au Nigeria, est le président, fondateur de Diamond Bank. Son fils Ozuma, le directeur général, il détient 95% de Diamond Bank. Et c'est une société familiale. Il n'y a pas de problème avec ça. La société familiale, à la base, est la base de l'économie. Il s'agit pour nous, des Africains, de se départir de cette honte qu'on a à parler d'entreprise familiale. C'est-à-dire que dès que les gens commencent à grandir, ils veulent enlever le côté familial de la société, de l'entreprise qui faut créer. Or, quand on regarde les grands groupes en Europe, Dassault, Chanel, Consort, Louis Vuitton, c'est le nom de famille. C'est des gens qui ont laissé ça sur les générations. L'entreprise familiale ne pourra survivre en Afrique que si elle devient pérenne, si elle adopte des standards internationaux, si elle adopte des valeurs d'intégrité, pas de népotisme. C'est-à-dire que au lieu de prendre son fils, parce qu'on dit qu'il est son fils, on veut prendre le cousin qui est plus intelligent que son fils. Donc, il faut que ça se bâtisse autour de valeurs comme le professionnalisme, l'intégrité, un certain nombre de grandes valeurs. Et je pense que ça va de soi. On n'est pas les seuls exemples, on n'est pas une exception. Dans le monde, nous avons un forum où nous nous réunissons à Londres, qui est Family Business. Nous rencontrons des gens comme Tata, les bus Tata, vous voyez. URI. C'est une vieille famille indienne. HUIR. Ils vont avec les enfants, les arrière-petits-enfants, on appelle ça l'atrium. Ça permet aux enfants de s'imprégner de l'entreprise familiale. Le problème en Afrique, c'est que quand les gens font quelque chose, ils n'intéressent pas leurs enfants. Ils font pour aujourd'hui, demain. Mais ils ne font pas pour après leur mort. Donc ils ne prennent aucune disposition. Donc l'entreprise meurt avec son fondateur. Et c'est ça c'est sur ça qu'on doit travailler. Voilà. Merci. Deuxième question. On va donner la possibilité à une dame de parler devant là. Bonsoir Madame Gabou, je suis Mademoiselle Bailly Ahmed, je suis responsable sinistre d'une société d'assurance. Oh là là. Alors, j'aimerais revenir sur certaines choses que vous avez dites. Vous avez parlé de pérennisation d'entreprises en Afrique. C'était ma question avant de venir, j'avais bien voulu la poser et vous avez abordé le sujet. On remarque que des sociétés comme Coca-Cola existent depuis longtemps. Des sociétés comme Peugeot existent depuis longtemps. Mais malheureusement, les sociétés africaines, on n'a pas de société qui va au-delà de peut-être 30 ans, 40 ans, même 50 ans. C'est un peu difficile. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de NCA, du groupe NCA. Est-ce qu'on ne va pas s'attendre à ce qu'on tombe dans tout ce qui frappe les sociétés africaines? Est-ce que vous avez une autre vision à nous proposer
détaillé pour qu'on puisse en inspirer. Alors, c'est très simple. D'abord, on va partir des fondamentaux. L'Afrique à quel âge? Nous sommes indépendants depuis combien de temps? 56 ans. Au mieux, il y en a qui ont acquis leur indépendance en 72, en 80, pour le Zimbabwe et consort. Comment vous voulez qu'il y ait des entreprises qui ont 100 ans? Ça, je pose déjà la question. Mais bon, je pense qu'il faut croire que les Africains vont changer et que les Africains vont changer. Donc, une des valeurs que nous avons dans notre groupe, la première valeur, c'est la pérennité. Le groupe NCA, ce n'est pas né pour disparaître. Il est né pour lui survivre. Je suis la deuxième génération. C'est la troisième génération là qui a fait son stage l'année dernière dans le groupe. Et c'est comme ça qu'il faut intéresser les membres de la famille à la vision de l'entreprise. Ne pas qu'elle tombe dans l'escarcelle de personnes qui n'ont pas commencé l'aventure. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer sans amour. Je pense que c'est un peu comme un couple, comme le mariage. Je pense que sans amour, ça ne peut pas durer. Donc, si on veut que le groupe NCA survive, il faut que le clan, c'est pas la mafia, mais la famille continue à désirer diriger ce groupe-là avec la vision du fondateur. Notre vision, elle est panafricaine. C'est vrai qu'on va à petits pas, mais nous partons à petits pas parce que nous avons nos raisons. Si on rase trop et très mal, nous ne sommes pas pressés. Nous estimons que le groupe pourra se développer sur plusieurs générations et survivre à son fondateur, survivre aux autres. Voilà un peu le secret. Mais si vous construisez une société sans intéresser vos enfants, ça n'ira pas très loin. Voilà. Ok, on va basculer un peu de l'autre côté pour équilibrer les interventions. Je suis Grégory Skelton Kwame, chef d'entreprise, une entreprise naissante de Coms Plus. Alors, merci déjà de nous convier à ce cadre d'échange. Et je voudrais savoir si au niveau de NCA, vous avez une stratégie pour encourager les entrepreneurs, une stratégie, je voulais dire, sur le plan financement. Je vous laisse continuer. Oui, c'était ça, en fait, en gros. Ok. Donc, en fait, M. Boris Grégory, propriétaire du stade, dans quel domaine? Dans le domaine de la sécurité et la technologie. La sécurité automobile. Ok. Donc, pour placer des puces dans des véhicules, des consoles. Oui. Voilà. Est-ce que M. Boris, voilà, a des dossiers, un business plan, une vision, des projections, une étude de marché? Est-ce que tout ça est prêt? Oui. Okay. Donc ce que vous recherchez, c'est le financement? Pas vraiment, je le disais parce que j'ai d'autres projets pour lesquels il faudra une certaine aide. Voilà, parce que en fait, dans un premier temps, je n'ai pas vraiment voulu compter sur une entreprise financière pour démarrer. Et donc j'ai développé une stratégie à mon niveau pour pouvoir recueillir un certain
les fonds et puis me lancer. Mais avec une stratégie assez bien ficelée quand même. Donc, on commence tout petit et puis ensuite, voilà, on fait des projections, on définit des stratégies, on budgétise, on essaie de trouver les moyens qu'on avance. Donc, pour les années à venir, c'est sûr qu'on se rend compte qu'il y a des soucis financiers. Donc, je suis en train de réfléchir. Et donc, je vous pose la question pour voir si, à votre niveau, au niveau de NCA, vous avez pensé si au niveau de NCA Bank, vous avez pensé à... Est-ce que vous avez votre compte déjà, NCA Bank? Non, pas encore. On venait ici. Parce que quelqu'un fait un peu tout des banques avant d'ouvrir le compte d'entreprise. Et j'ai dû opter pour une banque dont je ne citerai pas ici parce que voilà, on pouvait ouvrir le compte à blanc et sans comment j'avais vraiment était assez limite au niveau des fonds. Donc j'ai dû ouvrir le compte là-bas. Et puis voilà, avec les ambitions que j'ai, je ne peux pas rester parce que c'est une banque qui, elle aussi, elle commence à peine. Et voilà. Donc en fait, vous pouvez vraiment vous êtes ça. Commencez. Je vous encourage à venir ici à Banque. On aura la solution. Ok, il n'y a pas de problème. Ok, une deuxième question de ce côté. On va prendre deux questions des Facebookers sur Internet. Ok, bonjour, Fabrice Aguayou, je suis consultant stratégie à Deloitte. J'ai une question précise. Le business de l'assurance et de la banque, c'est pas commun, surtout en Afrique. Généralement, quand quelqu'un, je veux dire, a une fortune, il investit dans l'immobilier, il prend une plantation, mais décider d'acquérir un groupe d'assurance et après décider d'acquérir une banque, c'est pas commun. J'aimerais savoir comment l'idée est venue, quelle est la vision qui a supporté cela, et après, quelles sont les projections pour NCA Banque et Assurance dans les 4, 5 ou 10 ans à venir. Merci. Ça va pas pour la concurrence. Je vous l'ai dit, je chante à vous. D'abord, le fondateur, si vous avez fait des recherches, le fondateur est assureur de métier. Il a travaillé pendant plus de 30 ans pour l'UAP, qui est devenu AXA. Et à un certain moment, je raconte son histoire à lui, qui n'est pas la mienne. Il s'est dit, pourquoi ne pas me mettre à mon propre compte? Donc en se mettant à son propre compte, il a développé le réseau d'assurance que vous avez. Parce que NCA, qui est devenue maintenant, c'est une nouvelle société interafricaine d'assurance. Donc déjà dans l'ADN de NCA, il y avait déjà le fait de devenir panafricain. Pourquoi l'acquisition de banques? Il a voulu, nous avons commencé par la BIAO, Côte d'Ivoire. Notre ambition, c'est de faire de NCA ce qu'on appelle un one-shop stop. C'est-à-dire que quand vous rentrez à NCA Banque ou Assurance, vous avez tous les services financiers. L'assurance et la banque sont des services financiers. Notre groupe a une compagnie composée de compagnies d'assurance, de banques, de sociétés d'ingénierie financière, SGI. Notre SGI était la première en termes de capitalisation boursière en 2015. Et une société de technologie pour supporter les opérations du groupe et une société immobilière, vous parlez d'immobilier, pour développer, parce que les compagnies d'assurance ont beaucoup de réserves foncières, développer des programmes immobiliers pour les clients. Donc, c'est cette ambition de faire de NCA dans tous les pays où nous sommes des acteurs du développement, pas juste en se contentant de venir faire de l'argent et de rapatrier les capitaux vers la Côte d'Ivoire, mais d'être de vrais acteurs de développement
dans les pays où nous sommes. C'est ça notre ambition. Il n'y a pas de secret. Il faut aimer l'Afrique. C'est tout. On aurait pu prendre l'argent, aller les mettre dans des comptes à Genève. Mais on ne l'a pas fait. On préfère se développer. Nous sommes même allés au Nigeria. Pour vous dire, nous sommes les premiers Ivoiriens à acquérir une société d'assurance au Nigeria. Parce qu'on s'est dit, les Nigériens viennent chez nous. Nous, on va y aller. Donc, il faut avoir de l'ambition. Il faut aimer ce qu'on fait. Et je ne pense pas que la stratégie soit différente de celle d'Atijani. Non. Donc, c'est que de l'invasion. Voilà. Et il est temps qu'il y ait des Ivoiriens qui osent sortir de la Côte d'Ivoire. Il est temps que les Ivoiriens osent sortir de la Côte d'Ivoire. On se sent un peu seul. On est 2 ou 3 groupes ivoiriens, mais on se sent un peu seul. Voilà. Si je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Les perspectives. Les perspectives, je vous laisse deviner. Vous êtes dans un cabinet stratégique. On n'a jamais caché notre ambition. C'est de devenir le premier banque assureur d'Afrique. Donc imaginez, partout où sont les compagnies d'assurance, imaginez que partout seront des banques bientôt. Des NCA. Ça répond À votre question. Ça répond en même temps à la question de Cuny, qui demandait quelle vision avez-vous pour le groupe d'ici 10 ans. Mais en même temps, on a eu d'autres questions. Quel lien vous lie à votre père, de M. Zoumana? Et quels sont vos projets pour vos abonnés, de Bintou? Quel lien me lie à mon père? C'est mon père. Enfin bon, c'est mon père. Bon, je sais pas. En dehors d'être le père, le géniteur. C'est mon employeur aussi. Ben voilà. Il faut me renvoyer à ça. Voilà. Je me demande s'il n'y a pas de questions cachées sur le futur. S'il y en a. Pardon? On est têtu. Oui, oui. Je pense que c'est une des. Enfin, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Hein. Ça dépend des gens. Et contrairement à ce que les gens pensent, on ne s'entend pas souvent sur tous les sujets. On doit se convaincre avant d'avancer. Parce qu'on travaille ensemble en synergie. Donc on n'a pas trouvé un accord parfait. On n'avance pas. Je pense être la plus têtue des deux. Lui, avec l'âge, je pense qu'il est devenu moins têtu que moi. Voilà. Et quels sont vos projets pour vos abonnés? Ça, c'est Bindou. Mes projets pour mes abonnés. De Facebook, c'est ça? Facebook. Ah, ça, c'est une colle, hein, à Bintou. Les projets. Bon. Je pense que l'événement que j'ai initié est le début des projets que j'ai pour mes amis virtuels. En fait, j'ai du mal avec tout ce qui est virtuel. Avec le métier que je fais, c'est difficile de répondre tout le temps donc souvent je vois que les gens sont un peu fâchés quand je réponds à 2 ou 3 questions et puis après je ne réponds plus. Bon, c'est parce que bon, si je passe mon temps sur Facebook, on va me renvoyer aussi. Donc, un peu d'indulgence. On va essayer de créer un cadre d'échange où on pourra se voir vraiment, où on pourra parler d'entrepreneuriat, on pourra échanger sur des idées bien concrètes qu'ils auront apporté. Hein. Je veux que ça soit un cadre d'échange, c'est-à-dire en expérience. On pourra parler d'économie, on pourra parler de l'avenir de l'Afrique, la vision sur les femmes, le leadership,
Non. Non. C'est Non, bien. on ne parlera pas de politique. Non, non, non. J'ai envie de me faire gazer. On ne parlera pas de politique. On pourra parler de ce qu'on peut apporter à notre beau pays qui regorge de richesses insoupçonnées, notamment les hommes. La première richesse de ce pays, c'est ces hommes. Voilà. Ok, on prend... Les gars, il est presque 20 heures. Bon, une question au milieu ici, et puis la dame là-bas, puis après on va à l'arrière. Il y a un monsieur qui a posé des Oui, je ne l'ai pas oublié. Il y a celui en rouge et puis celui en veste. Après, on redescend. Bonsoir, je suis Audi Ange Assamoah, du Conseil économique et social, chargé des commissions. Moi, je ne poserai pas des questions sur NTIA ou sur votre parcours. Je voudrais juste compléter la question de l'internaute, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire ce que vous attendez de nous, vos amis virtuels. Oui, ce que vous attendez de nous. Et puis, une question un peu personnelle. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer 3 fois, peut-être un peu plus, peut-être toujours en noir. Est-ce que c'est une clé du succès? Ou parce qu'on fait un peu attention à tout. Est-ce que c'est... Je vais commencer par la fin, effectivement. Je suis toujours habillée en noir. Je n'ai pas perdu mon mari. C'est pas du tout la clé du succès. C'est juste parce que je suis dans un métier où la sobriété est de mise. Et c'est l'habit du banquier. C'est l'habit financier. Donc, c'est mon métier qui m'impose ma vie. Mais il m'arrive de porter des couleurs, hein. Du rouge. Du rouge. Le rouge, pourquoi? C'est la couleur de la joie, pour moi. Et en Chine, c'est la couleur de la joie. Quand vous regardez le nouvel an chinois, il est toujours, les dragons sont rouges et tout ça. C'est une culture que j'admire beaucoup parce que c'est une culture qui est riche et qui a survécu à tout. C'est une culture admirable où on retrouve des poètes, des philosophes qui datent des siècles, qui ont écrit des choses. Et je vous invite à lire L'art de la guerre, qui ont écrit des choses qui sont intemporelles. Quand on lit les écritures de Confucius, je pense que dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, ça sera toujours d'actualité. Ce que j'attends de mes internautes, j'espère les inspirer. Je pense que la jeunesse ivoirienne a eu pendant 10, 20 ans, j'ai rien contre le footballeur, seule inspiration, Didier Drogba. Je l'aime bien, mais je pense que des Didier Drogba, il n'y en a pas, il ne peut pas en avoir 10 dans un siècle. Mais des gens qui réussissent, je pense qu'il peut en avoir. Et je pense que j'espère pouvoir inspirer les jeunes à ne pas utiliser les raccourcis, et surtout les jeunes filles, à ne pas utiliser des raccourcis et à se battre avec leur tête. Parce que le raccourci vous rattrape. Ça n'arrive pas. Le faux, les raccourcis vous rattrapent un jour ou l'autre. Et je vais être... moi, j'ai les hommes, les femmes, pour moi, c'est la même chose. Une fois qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas réussir. C'est pas parce qu'on est né à
pauvreté ou je sais pas quoi. Vous voyez des gens qui sont nés dans les plus belles demeures, qui ne réussissent pas tout. Pourtant, ils ont tout à disposition. Je pense que réussir, c'est d'abord de l'abnégation. C'est décider, c'est une décision qu'on prend. C'est comme le bonheur. On décide d'être heureux dans la vie. On décide de réussir. C'est comme ça. Si au moins vent, coup de vent, on dit que le sorcier du village qui est en train de... c'est à cause de lui qu'on ne voit pas mes papiers, le travail et tout ça. Ça vraiment, c'est que si vous lui donnez de la puissance, il aura de la puissance lui aussi. Moi, c'est des choses, ça ne marche pas. Si on veut quelque chose, moi j'aime les gens qui sont pugnaces. Il y a des gens qui ont eu du boulot parce que tous les jours ils m'ont envoyé des CV. C'est-à-dire à la fin, j'ai dit mon CV à la main. J'ai fini par le recevoir. L'admiration pour ce genre de personnes. Mais si une fois vous amenez votre CV à la banque et puis ils ne m'ont pas retenu, ils ne m'ont pas répondu, il faut insister. C'est comme ça qu'on réussit. Il faut insister. Et c'est la clé. Voilà. Ok, on prend les 3 dernières questions. La dame là-bas. Je suis chanteuse Siloué, je veux dire blogueuse. Et en fait, moi, je n'étais pas vraiment fan parce que je ne connaissais pas vraiment le personnage. Je suis venue beaucoup plus par curiosité parce que Cathy Nomé me parlait beaucoup de vous. Et je vais essayer de me limiter à 2 questions. Donc la première, c'est vrai que vous avez eu une éducation assez, on va dire, développée, vous avez une bonne éducation, et que ce n'est pas votre travail que vous êtes arrivé où vous êtes aujourd'hui. Mais est-ce que parfois, au travail, déjà vous avez parlé du fait qu'il y a eu 3 conseils d'administration avant que vous ne puissiez être directeur financier. Donc, est-ce qu'au travail, on se demande, on dit quand même malgré votre travail que parce que vous êtes la fille du patron. Alors, pour vous-même, est-ce que quelquefois vous avez eu des doutes à ce niveau-là? Et c'est parce que vous avez un lien de parenté avec le patron que vous êtes arrivé où vous êtes? Est-ce que vous avez des doutes? Et si vous n'en avez pas eu de ce côté-là, quels ont été vos plus grands doutes durant votre parcours? Et ma deuxième question, vous avez... La question c'est, est-ce que je suis là parce que je suis la fille du monsieur? Est-ce que vous avez eu des doutes pour vous-même? Ah non, jamais. Okay. Oh là là, je vais juste vous raconter une anecdote. Je pense que je gagnais, quand je suis arrivée comme directeur financier, après avoir tramé, d'abord les 3 conseils d'administration, ça vous laisse dire un peu que c'est pas, on ne passe pas les mailles du filet comme ça. Mon ancien directeur, je ne vais pas faire la publicité des marques de voitures, l'ancien directeur financier avait une Audi, celui que je remplaçais. Et moi, quand je suis arrivée, soudain, brusquement, sort une note où le directeur financier n'a plus de voiture. Je cours voir mon patron, qui n'était pas mon père. Mon père a été mon patron que récemment. Contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai eu divers patrons qui n'étaient pas, il n'y avait aucun lien familial, donc je n'étais pas traité particulièrement, il n'y avait pas de faveur. Et je vais voir mon patron, il me dit, mais tu es marié, prends une voiture dans le garage de ton mari. Où est le lien? Donc il n'y a pas eu de favoritisme, il n'y a jamais eu, je ne pense pas qu'il y ait eu de favoritisme. J'ai eu des doutes même, je pense peut-être avoir eu des doutes même d'être la fille du monsieur. Tellement souvent c'était difficile. Tellement souvent le monsieur ne m'a pas défendu. Tellement souvent, quand je me plaignais, je veux vous dire, tous les ans j'écrivais une lettre de démission. Au moins une fois par an, sinon 2 fois par an, je démissionnais. J'ai même fait une tentative d'aller à Standard Chartered Bank. J'ai fait tous les
les entretiens, j'étais d'accord pour signer le contrat quand le directeur des standards Châtellerault, le directeur régional Esoka, a reçu un coup de fil, là cette fois-ci du patron, lui disant que s'il veut que Standard continue à travailler, il n'a qu'à laisser sa fille. C'est la seule fois où mon père est intervenu pour. C'est pas que je suis. Voilà. Donc, j'attends la deuxième question. Alors, la seconde question, c'était que vous avez préféré poursuivre des études de management au lieu de la médecine pour ne pas avoir à étudier ici parce que le système n'était pas vraiment bon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le système n'est pas toujours super. Donc, aujourd'hui, c'est quoi votre combat au niveau de l'éducation? Est-ce que, personnellement, ou est-ce qu'avec l'entreprise, vous avez un projet pour l'éducation en Côte d'Ivoire? Alors, bon, le système s'est quand même amélioré. Oui, je pense qu'il y a des universités privées qui sont là. Bon, l'État doit jouer sa partition. Mais pour notre petite part, nous avons créé une fondation. Le groupe a créé une fondation pour l'éducation des jeunes filles. Parce que la jeune fille, pour nous, est le socle. Donc, l'éducation des jeunes filles et pour leur donner la même égalité de chance qu'aux hommes. Parce qu'en général, les jeunes filles sont retirées de l'école pour des raisons domestiques, pour diverses raisons, mariage précoce, Donc, on a créé une fondation pour aider ces jeunes filles-là à passer ces passages-là. Parce que je crois fortement et fondamentalement que nous sommes plus fortes, plus intelligentes que les hommes. Ok, donc la question au milieu, après celui qui est en rouge et blanc. Bonsoir madame. Je suis Zadi Patrick, je suis juriste. Bénédicte Janine Kakoudabo, on a envie de dire de la ticket à la banque ou bien de blocos à NCA. Quand on a un véritable melting pot de culture, à ce point, je veux dire de culture ivoirienne, sénégalaise, française, anglaise, qu'est-ce que ça apporte à une personne en tant que leader et puis dans la conduite de sa carrière professionnelle? Et puis d'autre part, je vous donne une petite contribution si vous permettez. Vous avez fait vos études à l'étranger, mais je pense qu'il y a quand même en Côte d'Ivoire des gens qui ont réussi en faisant toutes leurs études ici. Oui, mon père était au séminaire. Voilà, par exemple. Je pense que pour des événements à venir à côté de vous, ce serait bien qu'on ait aussi d'autres personnes, d'autres champions comme vous, d'autres personnes qui puissent vraiment nous inspirer, parce que comme je le disais, de la TK à la banque, on va dire qu'il y a beaucoup de choses à retenir. C'est un parcours assez unique en son genre. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, beaucoup d'Ivoiriens qui ont eux aussi des parcours assez uniques en leur genre. Et ce serait bien qu'on puisse avoir d'autres personnes de ce genre-là pour nous inspirer. Voilà. Donc, la première question, c'était... Quand on a un melting pot de culture, d'autant de culture, qu'est-ce que ça apporte dans la construction de la carrière et de la personnalité? D'abord, ça vous apprend à dompter la peur. Ça vous apprend qu'on survit partout. Quand vous êtes resté dans votre pays, vous pensez que votre pays, c'est le centre de la terre. C'est un peu comme le villageois qui est resté au village. Pour lui, c'est la forêt là derrière, là, il a un peu peur. Quand vous sortez, et puis je ne pense pas avoir, en fait, mes études en Europe n'ont pas été si longues que ça. J'ai passé la plupart de mes années d'études en Côte d'Ivoire et au Sénégal. C'est en Afrique. Je suis partie de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait quelques troupes. Je suis allée au Sénégal où c'était un peu plus stable. Et on sait que le bac sénégalais est le bac le plus dur d'Afrique. Donc ça vous ouvre un peu vos chakras, votre esprit, à accepter l'autre.
dans sa différence, comme il est. Ça vous permet de bâtir aujourd'hui une stratégie de conquête des autres pays sans avoir peur. Parce que vous êtes déjà parti à l'étranger, vous savez qu'on ne va pas vous manger là-bas. Ce n'est pas des sauvages, c'est pas des... Voilà, c'est tout ça. Et ça vous rend à l'aise partout. Donc, chez les Blancs, chez les Noirs, chez les Indiens, chez les Chinois. En fait. Vous êtes... Et puis, il ne faut plus voir le monde... Arrêtons de voir le monde comme genre la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Dans 2, 3, 4, 5 ans, il y aura ça un village planétaire. La preuve, il y en a qui sont sur Facebook, je ne sais même pas où ils sont. Donc, ça nous fait dire que les barrières et les frontières vont disparaître. Et il faut s'attendre à ça. Il faut plus, ça vous permet d'être, de vous sentir citoyen du monde. Voilà. Ok, celui en rouge, et puis après on prend la dernière question. On termine par les dames avec les 2 dernières questions parce qu'il nous reste que 5 minutes. Ok. Blécha Edmond Quadio, étudiant et en essai dans une entreprise de communication. Et il faut dire que je vois sur les 2 pages d'annonce qui sont derrière vous des mots qui sont répandus, leadership, femmes, compétences et autres. Je pense que vous les avez choisis parce que c'est au moins à vos régions. Et je voulais dire félicitations d'abord pour tout ce parcours. Je sais que vous pensez que vous êtes juste au milieu, donc c'était une question que vous êtes déjà au bout. Je voulais juste poser 2 petites questions. La première, c'est de dire quel était le regard que vous aviez lorsque vous n'étiez pas à NCA. Quel était le regard que vous aviez sur NCA? Bon, NCA Assurance, dans le temps, ce n'était pas encore NCA. Comme lorsque vous étiez à Mobile, par exemple. Et la seconde question. Je vais répondre à la question. NCA a été créé dans mon appartement à Paris en 1995. Donc j'ai toujours suivi NCA. Je suis actionnaire fondateur de NCA. Donc c'est pas quelque chose. C'est pas que je vous parle de. Quand un père bâtit quelque chose et qu'il intéresse déjà sa progéniture à ce qu'il est en train de bâtir. Il y a des témoins de la création de NCA. Ça s'est passé à la maison, ça s'est passé à Paris dans l'appartement, ça s'est passé à la maison à Blocos, les photocopies, les créations de dossiers et tout ça. Donc c'est toute une famille, c'est-à-dire enfants, nièces, qui agrafait les choses. Donc c'est toute la collectivité, en fait, c'est toute la famille qui a contribué à créer la société. Vous savez, les premiers documents de NCA, les photocopies et tout ça, il y a une dame qui est là en rouge. C'est elle qui a fait les premières attestations de NCA. Donc, c'est une entreprise, quand on dit vraiment familiale, tout le monde y a pas. Voilà. La dame dont elle parle, c'est sa tante. Voilà. La deuxième question, peut-être. Non, c'était une contribution. Donc, on va terminer avec les 2 dernières questions. On pourra continuer à réseauter quand on sera au cocktail. Mais vous savez que nous, on a besoin de nous assurer aussi que vous rentrez à la maison correctement, à des heures correctes. Faut pas après. Faut pas dire qu'on est au Belgique. Pas de BJ4 jusqu'à minuit ou jusqu'à l'église. On finit à 20h, on va faire cocktail, 30 minutes, chacun rentre chez lui, en toute sécurité. Quand vous arrivez, vous postez un petit mot pour dire que vous êtes bien arrivé. On est d'accord avec ça? Ok, donc on prend les 2 dernières questions. Bonsoir madame, je tiens à saluer cette initiative de votre part. Tout à l'heure, vous avez
avez parlé d'insistance, d'être têtu, je suis un peu comme vous. Sur votre page Facebook, vous avez dit qu'il fallait savoir saisir les opportunités. Je suis Mademoiselle Yao Aurélie. Vous êtes venue avec votre CV. Je suis venue avec le CV. Yes. Wow, non! C'est bien ça. Ok. Il n'y a plus de questions. Elle est bien. Ok, dernière question. On va prendre deux questions. Et je peux dire que ce soir, j'ai entendu parler de vous, mais là, il y a beaucoup de choses qui n'est pas chez vous. Vous êtes très battantes et je rencontre beaucoup de femmes dans mon domaine, enfin dans le domaine agricole, comme d'autres femmes dans d'autres domaines qui ont besoin de soutien, ont besoin qu'on puisse les aider à booster leurs activités, leur carrière indépendante. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vraiment mettre en place pour aider ces femmes-là? Il y a des femmes, par exemple, qui ne sont pas allées loin dans les études, qui ne savent même pas comment faire, par exemple, un business plan, qui ne savent même pas comment élaborer peut-être un projet. Il y a beaucoup de ces choses-là. Quand on voit, par exemple, des dames au marché qui disent, bon, je fais un petit commerce, je veux que ça grandisse, comment faire? On voit d'autres dames aussi dans les bureaux, bon, je suis mère de famille, j'aimerais aussi être au bout de mon foyer avec les enfants, mon mari, avoir une activité connexe. Bon, enfin, on a beaucoup de choses. Alors, j'aimerais savoir ce que vous proposez pour vraiment aider le genre féminin. Alors, je vais vous dire quelque chose. Ça fait quelques années qu'avec les amis, nous sommes business angels. C'est-à-dire que nous réunissons des fonds tous les ans de notre propre poche. Nous attendons que les gens nous approchent. Nous étudions des projets. Et c'est vraiment sans attendre de retour, sauf la réussite de l'autre. Donc, je communiquerai un peu plus sur cet aspect de ma vie. C'est-à-dire que nul ne peut être seul sur la montagne. Ça, je le dis toujours. Quand Dieu vous a donné autant, il faut savoir partager. Et nous sommes un groupe d'entrepreneurs qui sont un peu à l'aise. Donc nous prenons sur nos fonds personnels un certain montant pour aider les gens qui en veulent vraiment. Et ça nous fait plaisir quand ces gens-là réussissent. Et on s'organisera pour se faire connaître parce qu'on a voulu rester très anonyme et discret. Mais aujourd'hui, je vous dis oui, voilà ma contribution à l'épanouissement des femmes. Merci DG Jolie. Merci pour ce brillant partage, ce partage qui a été très dense. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'était une première, parce qu'on connaît beaucoup le père, mais on ne connaît pas le directeur général du groupe NCA. Et ça, ce n'est que la première édition. Et j'espère qu'on vous a mis suffisamment en haleine pour que vous attendiez patiemment la deuxième édition, en espérant que vous serez sélectionnés encore. Il faut insister, n'est-ce pas? En tout cas, merci à vous tous d'avoir fait le déplacement malgré la pluie, malgré les embouteillages, malgré le référendum. J'espère que vous n'avez pas été gazés. Donc merci à vous, merci aux Facebookers qui étaient en direct aussi avec nous de leur maison. Merci pour vos contributions.
contribution et pour votre engouement à poser des questions. On va continuer au cocktail qui est offert par l'initiatrice de cette plateforme-là, Madame Bénédicte Janine Kapou-Diabou. Merci à l'agence Sentinelle qui a organisé cette première édition. Merci à toutes les personnes qui ont pu contribuer d'une façon ou d'une autre à la réalisation, au succès de cette première édition. Et merci aussi à Kader, s'il est quelque part, de la société Smart, qui a mis tout en œuvre en termes de sono, de reportage, de lumière, tout ce que vous verrez aussi dehors au niveau des bâches et tout, c'est lui. En tout cas, merci à tous. Bonne soirée et à la prochaine édition. On va faire comme chez les méthodistes. On ne sort pas arrangé. On ne sort pas dans le couloir au hasard. Donc, première rangée, on va commencer d'abord par le pasteur. On va commencer par Janine. C'est pas elle qui va... Ok. Donc on commence par la première rangée, la deuxième rangée, la troisième rangée. Ils vont vous installer pour la photo de famille. Comme vous êtes nombreux, il n'y a pas assez de place, donc on va procéder par rangée de 3. Quand les 3 premières rangées seront installées, on va inviter DG Janine à se mettre avec vous pour la première photo. Donc ça va nous faire, je pense, 3 ou 4 séries de photos maximum. Et puis après, on ira au cocktail. En sortant, n'oubliez pas de réclamer votre cadeau, toujours offert par les BJKDs. Donc vous aurez un mug au logo de BJKDs et un stylo au logo de BJKDs. Bonne soirée et merci encore d'être venus. Non, c'est bon. La prochaine fois, je pense qu'il fait l'orateur. Ça s'est bien passé. Les questions, on a laissé. Tu as vu la suite. Oui, elle a dit qu'elle n'est pas... Mais tu es là encore, non? Je te vois tout à l'heure. Il y a longtemps d'elle. On va le faire pour la photo. C'est pas pour la photo. Ok, attends, je vais enlever. C'est bon. Oui, ça c'est non, mais tu as aimé, c'est pour elle qui facilement. Parce que comment écrire pour vous si elle ne vous connaît pas? Elle a l'air tellement dure. À tout à l'heure. Aujourd'hui? Je te ferai signe tout à l'heure. Tu tiens coupé, voilà. peut-être que j'en profiterai. Ça, c'est des formations professionnelles. Parce que je ne me suis pas présentée au départ, mais je suis directeur des ressources humaines. Et souvent, quand on finit les formations, on fait un petit débrief à chaud. Donc, ne pas qu'on soit assis comme ça, rien fait. On va passer le deuxième micro. Puis vous allez me dire un peu
ce que vous en avez pensé, quelles sont vos suggestions pour les prochaines séances, etc. etc. La parole est libre. C'est vrai qu'elle n'est plus là, mais nous, ça va nous aider à nous améliorer dans l'organisation. Et elle particulièrement, parce que comme je vous disais, elle, c'est Cathy de la société, de l'agence Sentinelle, qui a organisé, qui a permis que tout ça puisse se faire. Donc, il y a le micro. D'accord. C'est bon. Bonsoir à tout le monde. Je suis Angelo Eric Boté, cordonnier de luxe. Moi, j'aurais voulu poser la question, je pense que je vais lui poser en inbox. Si tu es de savoir, aujourd'hui, c'est 4 à 5 fois plus motivant d'avoir en face de soi quelqu'un pour qui on a beaucoup d'estime. Donc, c'était vraiment pour vous demander à vous qui êtes avec elle de multiplier ce genre d'action-là. C'est vrai, aujourd'hui, c'est super select, on envoie des invitations via Gmail, mais il y a des personnes qui, quelque part, ont besoin d'entendre ce genre de réalité. Parce que une chose est de voir la personne derrière l'écran, mais une autre chose est de l'entendre. Ce soir, on a eu l'ancien honneur de l'entendre. Ça a bouleversé beaucoup. Et moi, je suis avec ma bien-aimée. On est en train, quelque part, de travailler dans ce même concept. Et entendre parler, je pense que à ma femme, ça n'a pas laissé indifférente. Donc, mais au-delà de nous, voilà, allons-y un peu plus loin. Je fais toujours ce reproche à nos leaders. Parce qu'on va rester dans la haute sphère. D'accord, il y a des personnes qui vont bouleverser. Mais il y a quelqu'un quelque part, peut-être un joli petit meeting quelque part, jamais, quelque part, Philippe Gaillot. C'est vrai, c'est beaucoup de risques. Mais écoutez, nous on vient de Yopougon Sikoji. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que des personnes ont pris le risque de nous approcher. Donc on a besoin de ça. Oui, oui, on en a besoin. Merci beaucoup. Les 3 prochaines rangées, vous commencez à prendre vos cadeaux. Il faut lui donner le micro. Pendant qu'il descend, il pourra s'exprimer. Merci d'être venu. Oui, allez-y. Je vais descendre plus tard. Je vais ma question et je veux ma réponse. D'accord. Donc, je vais m'asseoir. Donc, je suis François Passy. Et avant tout propos, j'aimerais déjà féliciter la structure de communication qui a organisé quasiment l'événement. Ils ont fait une très belle com. J'ai aimé toutes les petites astuces pour apporter pour l'organisation d'ici et toutes les petites touches apportées aussi pour tout ce qui est déco, tout ça. Donc, c'est très bien. Maintenant, sur l'amélioration. Il est intéressant pour les événements futurs d'associer des personnes que Madame a pu aider, comme elle a dit via le modèle Business Angel, pour que ceux puissent être des modèles. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit juste elle. Il faut qu'autour d'elle, il y ait un réseau qui permet à nos jeunes de nous retrouver dans la dynamique qu'elle veut créer, afin de créer des petits modèles Janine Diago dans nos esprits, pour qu'on puisse dupliquer la vision qu'elle veut en fait inculquer à la jeunesse ivoirienne. Pour moi, c'est cela. Je ne vais pas être terminé. Merci. Merci. Je pense que c'est aussi, effectivement, ça peut rentrer dans le cadre des BJKDs. Parce que comme je l'ai dit en introduction, aujourd'hui, c'est elle qui lance l'initiative. Donc, c'est normal que ce soit elle qui elle a pris la première prise de parole. Mais sur d'autres éditions, elle a dit, on fera au moins un rendez-vous annuel, sinon 2 rendez-vous par an. Et on regardera aussi en fonction des opportunités et de la demande, comment organiser peut-être de façon plus fréquente, soit par vidéoconférence ou en présentiel, comment organiser ce genre de choses pour que ce soit plus concret. Et effectivement, ça peut être intéressant, ou du moins c'est intéressant, de venir avec des cas concrets de gens qui ont été aidés et qui... Pour vous dire par exemple, Cathy, si je ne m'abuse, ta société a été créée il y a 1 mois ou 2. Moi, je ne suis pas animatrice, ni de télé, ni d'événements. Je suis DRH, je ne sais pas faire ce que j'ai fait ce soir-là. Mais nos exemples montrent combien de fois Janine tient à faire travailler les jeunes et à faire sortir nos talents, nos petits talents à gauche, à droite.
à les faire éclore. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là et je pense qu'on va retenir aussi cette option. On va demander à 2 rangées de descendre. Une rangée et demie. À une rangée et demie, on dit. Avant de descendre, je vais demander comment est-ce qu'on peut aider. Comment est-ce qu'on peut aider? Vous allez demander comment on peut aider. Comment vous pouvez aider. Ben, écoutez, en partant, je pense qu'il faut donner votre contact déjà à Cathy pour qu'on l'ait, pour ne pas que ça se noie dans un ensemble de postes. Comme ça, on pourra continuer à échanger. Et puis, pourquoi pas, on est ouvert aux différentes propositions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres propositions, d'autres suggestions? Bonsoir, je suis Manuela Banila. Oui. Et déjà, je voudrais dire merci à toute l'équipe, chapeau à Cathy pour l'organisation, rien à dire. J'avoue que moi, je suis un peu restée sur ma faim par rapport au leadership féminin. J'aurais souhaité, par exemple, que Mme Janine s'accentue un peu plus sur son expérience en termes de leadership féminin, d'autant plus que c'est une femme. Et notre nation a vraiment besoin de femmes dans son genre, parce qu'elle a eu un parcours atypique. Et des modèles dans le genre, il en manque un peu. Donc, j'aurais vraiment souhaité qu'elle s'attarde un peu sur certaines valeurs, notamment l'intelligence, l'intégrité, un peu de ténacité aussi. Et je souhaiterais que les événements dans le genre, il y en ait un peu plus souvent dans les écoles, les universités, qui rassemblent un peu plus de femmes, pour que plus de femmes, plus de jeunes filles s'inspirent justement de son exemple. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je pense que vous avez dû voir dans l'ensemble des thématiques qui sont proposées qu'il y a un sujet sur les femmes. Donc on va revenir dans d'autres éditions sur cette problématique-là. C'est bon? Le dernier groupe? Ok. On va revenir sur cette problématique-là dans une autre des éditions. Je pense que ça ne pose pas de problème. Vous l'avez entendu parler, il y a encore beaucoup de choses à dire. Aujourd'hui, c'était juste raconter son histoire, planter le décor. Et puis après, on va rentrer dans des thématiques très spécifiques. En tout cas, merci de votre intérêt. Vous êtes le dernier groupe. Merci de votre patience. Et puis, vous sortez pour vos tasses, vos stylos, la photo de groupe et le cocktail. Et après, que Dieu vous accompagne chacun chez vous.